Bonjour à nos amis de Sud Radio qui nous rejoignent. L'invité politique de la matinale, c'est Benoît Hamon et c'est la matinale de Public Sénat de Sud Radio et de la presse quotidienne régionale. Benoît Hamon, vous êtes député PS des Yvelines, candidat à la primaire de la gauche et ancien ministre de l'Éducation nationale. Merci d'être avec nous. Vous serez interrogé ce matin à mes côtés par Mickaël Zamès de Public Sénat, bonjour, et Véronique Jacquier de Sud Radio, bonjour. Bonjour. Benoît Hamon, manifestation aujourd'hui contre la loi travail. Est-ce que l'on va vous voir dans les défilés aujourd'hui, vous ? Non. Non, j'irai pas parce que je suis devenu pour la loi travail, je vous rassure. Non, mais c'est une manifestation syndicale. J'ai moi-même, à ce moment-là, je devrais être auprès de la communauté chinoise à Aubervilliers, donc j'avais des engagements qui étaient pris par ailleurs. Et je pense que voilà, on est dans un moment syndical et les on ne politiques... verra pas sur la photo avec tous les anti-Hollande. D'abord, je pense que la manifestation, c'est pas une manifestation anti-Hollande, c'est une manifestation anti-précarité, anti-pauvreté au travail, anti-chômage. Donc, il ne faut pas tout ramener aux personnes. Et puis, en plus, à quoi ça sert de manifester alors que la loi a été votée désormais ? D'abord parce que les premiers accords sont en train d'être négociés, vont être signés, vont se traduire très concrètement par le fait que des salariés qui faisaient des heures supplémentaires, qui avaient un bon salaire, vont voir leur salaire baisser. Pourquoi ? Parce que le tarif des heures supplémentaires ne sera plus de 25% de plus que l'heure normale, mais 10% de plus. Eh bien, il y a des millions de Français qui... peut-être pas des millions à cette étape, mais des dizaines de milliers, des centaines de milliers de salariés qui vont voir leur feuille de paye baisser. Et je trouve que c'est assez légitime de continuer à dire que dans un pays aussi riche que le nôtre, continuer à parier sur la baisse des salaires pour espérer embaucher derrière, tout ça est une manière d'opposer les uns aux autres. On oppose les travailleurs aux chômeurs et ça n'est pas bon. Donc je trouve ces expressions légitimes. Si vous êtes élu président de la République, vous abrogez la loi travail ? Oui, absolument. Je l'abrogerai. Je garderai quelques dispositions comme le droit à la déconnexion. Le droit à la déconnexion, c'est la possibilité demain pour un cadre, pour un salarié de ne plus être en permanence sous pression de mails, d'injonctions électroniques et de continuer à travailler en réalité jusqu'à 22h ou 23h alors qu'il est censé terminer à 18h ou 19h. Je trouve que ces dispositions sont bonnes. Elles éviteront la multiplication des burn-out qu'on constate aujourd'hui partout en France. Mais je considère par ailleurs que le fait de faciliter le licenciement ou de baisser les salaires à travers la baisse du tarif des heures supplémentaires sont des mesures qui sont des mesures injustes. Donc il faudra abroger ces mesures. Véronique Jacquier, Sud Radio. Alstom, le gouvernement savait tout, dit Arnaud Montebourg. Vous partagez cet avis. À quoi ça sert donc que ce gouvernement ait 20% dans Alstom s'il sait tout et s'il ne fait rien ? C'est la bonne question. À quoi ça sert ? Je ne sais pas ce qu'ils faisaient, les représentants de l'État. Ils jouaient aux cartes, à la pétanque, pendant qu'il y avait des décisions qui étaient prises, mais on peut se poser la question. Pourquoi ils ont laissé faire ? Écoutez, moi, je n'ai pas le détail de ce qu'ils ont fait ou pas fait. J'observe que on est monté au capital d'Alstom. On avait des informations, on est l'actionnaire principal et tranquillement, à la fin de l'été, le président directeur général d'Alstom annonce la fermeture d'un site où il y a plus de 500 emplois et qui était un des derniers sites industriels, en tout cas de fabrication de locomotives. On a là donc une décision qui montre la forme d'impuissance volontaire dans laquelle s'est placé le gouvernement. C'est-à-dire qu'on singe la puissance, on singe le pouvoir et en réalité on laisse faire. Mais qu'est-ce que vous feriez, vous ? Écoutez, à cette étape, je pense que le gouvernement essaye de réagir et il le fait plutôt bien en essayant d'avoir une stratégie pour maintenir l'outil industriel et les emplois. Mais ce qui est dramatique, c'est qu'on en soit arrivé là. Ce qui est dramatique aujourd'hui, c'est qu'il y ait finalement un État qui est un État absent, qui monte au capital et quand on lui demande son avis, n'a pas d'avis. Et la responsabilité du gouvernement, elle est là. Le fait de ne pas anticiper. Qu'est-ce qu'on attend d'un État sinon qu'il anticipe, qu'il soit stratège, pas qu'il joue les pompiers ou pas seulement les pompiers. Alors justement, parlons patriotisme économique. Est-il normal qu'Alstom conquiert des parts de marché aux États-Unis en demandant à ce que les machines soient fabriquées sur place ? Vous qui êtes candidat à la primaire et qui voulez être président, qu'est-ce que vous proposez ? Non, mais souvent, quand on obtient un marché, la plupart des marchés qu'on obtient à l'export sont des marchés où la contrepartie qui est exigée de la part des États qui nous achètent des technologies, ce sont les transferts des technologies et qui passent notamment par le fait qu'on développe de la production industrielle sur ces territoires. Donc on gagne, c'est assez logique, on demanderait exactement la même chose. Mais il y a des pays qui savent se défendre. La question qui est posée aujourd'hui, c'est comment l'Europe et la France dans l'Europe sait se défendre par rapport à ces États qui posent des règles chez eux quand nous
nous n'en posons pas chez nous, notamment sur l'accès au marché public. Et cette question du protectionnisme aux frontières de l'Europe, du protectionnisme européen, qui vise pas à empêcher les marchandises étrangères de rentrer chez nous, mais de poser des conditions pour éviter que notre outil industriel disparaisse et que là où nous sommes disposés à faire des transferts de technologie, les autres ne le sont pas en sens inverse, et là où eux posent des frontières, des barrières, nous ne le faisons pas. C'est la raison pour laquelle je me réjouis que le TAFTA, qui est le traité de libre-échange avec les États-Unis, soit abandonné, mais je m'interroge aujourd'hui sur le traité qui va être signé de libre-échange avec les Canadiens. Savez-vous qu'on va faire venir de la viande bovine canadienne? Mais non, il ne faudrait pas signer ce traité, tout comme le traité transatlantique? Ah, je pense qu'il est inutile. Je pense qu'il est inutile, pourquoi? Parce qu'il pose la question de savoir si il est bien raisonnable que dans le domaine agricole, on se partage du lait, le cas échéant, contre de la viande bovine, là où on est parfaitement capable en Europe de produire tout cela et qu'on n'a pas besoin de l'importer. Benoît Hamon, si on revient sur le libre-échange-là, il est tout à fait déstabilisant pour nos territoires, pour notre agriculture. Et c'est une des questions qu'on devra traiter dans l'élection présidentielle. Parce que moi, je pose la question de ces invisibles, mais justement, dans nos territoires, il y a des gens qui ont l'impression que ces changements, ils les subissent systématiquement, qu'on ne leur demande pas leur avis, et qu'un jour, il y a un traité de libre-échange qui vous amène à voir disparaître vos productions au motif qu'on les importe à 6000 km de là. C'est quand même un peu curieux. Je voulais d'un mot sur la situation d'Alstom. Il y a une proposition aujourd'hui qui est formulée par Jean-Luc Mélenchon. Il propose de nationaliser l'entreprise Alstom Transport. C'est la bonne solution? Ça peut être une solution. Il ne faut pas écarter ces solutions. Il n'y a que la France qui est dogmatique dans ce domaine et qui refuse un jour de dire bah oui, on nationalise comme le bon outil efficace pour régler une solution. Ça peut être la solution. Moi, je vais vous dire, je ne joue pas les... parce que c'est la présidentielle, les primaires, tout le monde s'improvise un petit peu pompier d'Alstom. Moi, ce que je veux, c'est quoi? C'est qu'on maintienne l'outil de production, parce qu'il est légitime qu'on le maintienne, que ce sont des savoir-faire que nous avons, que les autres n'ont pas, et que ce serait incroyable qu'on les perde. C'est la raison pour laquelle on doit aujourd'hui tout faire pour sauver Alstom. La solution, je ne l'ai pas. Peut-être est-ce la nationalisation, mais je ne vais pas vous dire, comme tous les candidats à la présidentielle, écoutez-moi, c'est moi la solution, je suis la solution, elle est là entre mes mains. C'est peut-être celle-là, c'est peut-être une autre. En tout cas, l'objectif, c'est ça. C'est Benoît Hamon, candidat à la primaire de la gauche, qui est l'invité de Territoire d'Info sur Sud Radio et Public Sénat ce matin. Où en sont vos relations personnelles avec votre ancienne alliée, Arnaud Montebourg? Est-ce que cela reste un ami? Est-ce qu'on peut avoir un ami en politique alors qu'on va être concurrent? Pouvoir avoir des amis et être parfaitement capable d'avoir un débat public, sans invective, intelligent, si possible. Et oui, c'est possible. Heureusement, ça s'appelle la démocratie, hein, vous savez. Est-ce qu'il y aura un seul Vous n'êtes pas obligé de vous fâcher à mort, y compris avec les gens de droite. Hein, vous savez, moi j'ai des amis à droite. Qui vous avez comme ami à droite? Oh, mais non, mais des amis, je veux dire des gens que je connais. Les parlementaires, on se connaît un peu moins, on n'a pas grandi ensemble. Non, mais on n'est pas dans la détestation, on n'est pas obligé d'être dans la détestation. Ce qui ne veut pas dire que la détestation n'existe pas en politique, ça ne m'a pas échappé. Je reviens sur la primaire. Est-ce qu'il y aura un seul candidat de votre sensibilité à la primaire? Peut-être, je ne sais pas. En tout cas, moi, je suis candidat. C'est sur la table. Normalement, je vais être très plus précis pour ce qui me concerne. Soyons précis. Si Arnaud Montebourg y va, vous y allez? Oui, il y aura un bulletin de vote Benoît Hamon sur la table des élections primaires. Voilà. Vous confirmez? Donc pas de ticket avec Arnaud Montebourg. Mais c'est une élection présidentielle. Je pense que le problème, c'est pas de faire des tickets ou des candidatures à trois. Le sujet, c'est d'incarner une forme d'intelligence collective parce que vous nourrissez de ce que vous entendez, d'une expertise qui existe dans les territoires, dans les syndicats. Ça, oui. Mais moi, je suis candidat avec des solutions que je mets en débat sur la question de la croissance, le revenu universel, sur le partage du temps de travail, sur la question de la démocratie et de la 6ème République. J'ai envie que ce débat il respire. Vous avez entendu Manuel Valls, vous faites partie de la machine à perdre qui est en train de se remettre en fonction. Là. La division, dit-il. Mais je comprends Manuel Valls, il est dans une situation, il est Premier ministre, il gère, il est chef du gouvernement. La situation n'est pas simple, notamment sur le plan sécuritaire. En même temps, il est en échec sur les questions économiques et sociales. Voilà, mais moi, je n'aurais pas à son endroit l'agressivité qu'il a vis-à-vis de celles et ceux qui sont candidats. Je rappelle qu'il a été candidat aux primaires. On ne s'est pas posé la question quand il faisait 5% de savoir s'il divisait ou pas. Il ne s'est pas posé la question à savoir s'il était mûr pour la présidentielle et s'il n'était pas puéril d'être candidat. Bon, il n'y a pas de leçon à recevoir de Manuel Valls? Non, pas beaucoup. Mais c'est surtout que je pense que...
Vous savez, je crois que c'était Tocqueville qui disait qu'en politique, ce qui est devant vos yeux, c'est ce qu'on a le plus de mal à regarder et à voir. Et ce qui est devant les yeux de Manuel Valls, et là, sur le plan économique et social, je ne dis pas sur les questions d'éducation, sur les questions de santé, ou même dans le domaine environnemental, encore que sur les bouts rouges, ça se discute, mais sur les questions économiques et sociales, on arrivera à la fin de ce quinquennat avec un même bilan que Nicolas Sarkozy sur le chômage. C'est-à-dire qu'on en aura rajouté des centaines de milliers en plus. Et ce qui serait à mon sens nécessaire, c'est qu'on s'interroge sur les choix que nous avons faits. On ne peut pas être tout le temps dans le déni et expliquer que c'est la faute des autres, d'un mauvais alignement des planètes, etc., etc. Oui, il y a des choix politiques qu'on a faits ou pas faits qui justifient aujourd'hui un examen de conscience. Je regrette que le Premier ministre ne se livre pas à cet examen de conscience minimum auquel les Français ont droit, parce qu'ils ont fait confiance dans ce gouvernement pour résoudre d'abord la question du chômage, et il a échoué. Véronique Jacquier, Sud Radio. Vous pensez toujours qu'une candidature de François Hollande est impossible? Quand on regarde les derniers sondages, il plafonne à 15% d'opinion favorable. Et ce matin, un sondage dit aussi que de toute façon, François Hollande et tout candidat de gauche est éliminé dès le premier tour. Écoutez, ce qui est très difficile, vous me demandez de commenter Montebourg, vous me demandez de commenter Valls, vous me demandez maintenant de commenter François Hollande. Honnêtement, non mais oui, mais la primaire, vous partez de ce postulat pour votre primaire. Excusez-moi. Moi, la primaire aujourd'hui, ce dont je parle, c'est en Ile-de-France, par exemple, de la maman célibataire qui ne sait pas concilier vie personnelle et vie professionnelle, qui a des problèmes de garde, et dont personne ne parle. Et ce sont ce qui m'intéresse, oui, non mais d'accord, mais sauf qu'on vient d'y passer 10 minutes. Donc moi, mon problème, c'est pas de savoir si François Hollande peut ou ne peut pas. Je pense qu'aujourd'hui, le peuple de gauche, les citoyens de gauche ne se rassembleront pas derrière lui. Et pourquoi? Et c'est là que j'aimerais bien qu'on trouve des solutions. Pourquoi? Parce que fondamentalement, aujourd'hui, ce qui domine, c'est la question identitaire, qu'est-ce qu'être un bon Français, et pas la question sociale, comment je vis, et est-ce qu'aujourd'hui, j'ai les moyens de m'épanouir? Est-ce que mes enfants, demain, feront mieux que moi grâce à l'école? Ces questions-là, elles caractérisent des millions de Français qui ont le sentiment, finalement, d'avoir un droit de vote, mais pas de voix. Est-ce que la campagne a été préemptée par justement cette question d'identité, que ce soit par Nicolas Sarkozy ou par François Hollande? Oui, mais par tous ceux qui pensent aujourd'hui que la meilleure manière, parce qu'ils ont échoué sur la question des inégalités, puisqu'il y a 14% de pauvres aujourd'hui et qu'on ne veut pas s'attaquer à cette réalité-là, que la seule manière de parler, c'est de parler d'identité nationale. Et je peux vous dire, moi, que je ne méprise pas cette angoisse identitaire, je ne méprise pas ce qui aujourd'hui fait peur, stresse les Français sur le destin collectif, mais je pense que considérer aujourd'hui que les inégalités c'est derrière nous, que la pauvreté c'est derrière nous, que ce ne sont plus des sujets, que la question du bien-être au travail, ça ne se discute plus, qu'aujourd'hui ça y est, on serait tous heureux. Savez-vous, je vous le redis, si les lois travail étaient faites pas seulement par des gens heureux au travail, comme c'est le cas aujourd'hui, des gens qui sont contents de travailler le matin, mais aussi par des gens qui s'interrogent sur est-ce qu'ils vont garder leur boulot, est-ce qu'ils sont suffisamment bien payés, est-ce que mon temps de travail, je le choisis ou je ne le choisis pas, et quelles conséquences ça a sur ma vie de famille. Non, c'est pas ça. On peut faire de l'identité heureuse. Je trouve ça très intéressant. J'aime bien la démarche de Juppé là-dessus, et je veux partager cela. Mais arrêtons de faire de la politique entre gens qui vont tous très bien, qui poseront tous leurs jolies fesses sur un fauteuil en velours le soir, et qui parlent de politique entre eux. La politique à l'épreuve des faits, justement. 3 mineurs arrêtés en moins d'une semaine alors qu'ils s'apprêtaient à commettre des attentats. Tous sont connectés à l'État islamique. Tous étaient connus des services de renseignement et ils ont été appréhendés libres chez eux. Alors, quelle réponse concrète pour éviter ça? Mais vous venez de la donner, ils ont été appréhendés. Réjouissez-vous. C'est quand même... vous dites, oui, vous vous rendez compte, ils ont été tous fichés, tous suivis. Tout ça, des centaines dans la nature. J'espère que vous avez tort. Il y a déjà 10 000 fichiers à D'accord, oui, mais ne dites pas qu'il y a des centaines de gens qui s'apprêtent à faire des attentats. Vous venez de constater l'efficacité, là, des services de police, et vous dites, c'est terrible. Non, pour l'instant, réjouissons-nous qu'ils aient été arrêtés. Benoît. Après, est-ce que ça veut dire que la menace ne persiste pas? Oui, elle existe. Mais là encore, ceux qui disent... Aujourd'hui, j'ai la solution miracle, y compris au mépris de l'état de droit, j'enferme les gens juste sur présomption de culpabilité. Tout ça, on sait que ça ne marchera pas. Et il n'y a pas de solution Le Pen, il n'y a pas de solution Sarkozy au terrorisme, on le sait parfaitement. Et donc, cette surenchère-là, moi, m'inquiète beaucoup. Moi, je pense qu'il faut soutenir, en tout cas, le ministre de l'Intérieur dans Nicolas Sarkozy a affirmé devant l'Institut de l'entreprise que l'homme n'était pas le seul responsable du changement climatique. Vous qui vous intéressez particulièrement à ces questions-là, qu'est-ce que ça vous appelle? Ça m'inquiète beaucoup, je veux dire, pour mes enfants ça m'inquiète. Voilà, c'est déjà ça, et puis pour mes compatriotes ça m'inquiète. Qu'ils puissent dire pourquoi, parce qu'il est ligoté comme d'habitude à des grands intérêts industriels et privés, ça personne ne... Claude Allègre avait un petit peu dit ça il y a quelques années. Seul.
Ancien ministre de l'Éducation nationale. Oui, mais on a le droit de dire des bêtises quand on est ministre de l'Éducation nationale. Celle-là, on était une grosse, de bêtises. Aujourd'hui, les climato-sceptiques sont ultra minoritaires. C'est vraiment, dans le monde de la science, une toute petite minorité. Bon, que Nicolas Sarkozy se rallie à ces thèses-là, alors qu'aujourd'hui, on sait que pour aller chercher un point de croissance, on va faire des prélèvements sur nos ressources en eau, en bois, nos ressources fossiles, des prélèvements qui sont insoutenables, tout le monde le dit. Je trouve ça vraiment très très inquiétant. Et ça en dit long sur Nicolas Sarkozy, cette ignorance de l'impact de la production humaine sur le dérèglement climatique. Voilà. Merci Benoît Hamon, député PS des Yvelines, candidat à la primaire de la gauche, ancien ministre de l'Éducation nationale d'Avoie. Merci de votre invitation. La matinale d'info de Sud Radio et de Public Sénat.